IDFM Sport, mes amis, comme chaque vendredi, 13h, 14h, le sport fait son apparition sur les antennes de IDFM 98 FM. Et mon plateau de stars, mon plateau de rêve, ma Dream Team, mon équipe type est de retour cette semaine, contrairement à la semaine passée. Le retour de notre ami Eddy Amari. Bonjour Eddy. Salut Manu, bonjour à tous. Fraîchement revenu de Naples, de Naples. Hein, t'as travaillé l'accent, c'est bien. Il a des belles couleurs. Il a pris des belles couleurs en plus de ça. Autre retour de Marc, la chronique féminine est de retour tout simplement dans cette émission. Charlotte est avec nous. Bonjour Charlotte. Salut Manu, salut à tous. Remis des émotions de la semaine passée? Remise. Bon bah c'est parfait. Au moins en tout cas on aura de la chronique féminine, on aura de l'info, du handball je crois tout à fait. Dans ta chronique. Féminin, ouais. Greg Drouillat, le meilleur journaliste des 50 prochaines années, vous le savez, je vous le dis chaque semaine, il est là, il est toujours là, et il va nous préparer, nous concocter un bon programme d'information et surtout un beau programme de football ce week-end. Football, il y en a énormément avec de la Ligue des Champions, le retour du championnat. Et puis une exclue BFM Sport, vous verrez tout à l'heure. Aïe. Attention, j'ai hâte, comme j'ai hâte pour mon ami Linden Lutello, l'homme de la chronique Twitter, Linden Lutello, que vous retrouverez bien sûr en fin d'émission, mais tout au long de cette émission avec les débats, mon cher Linden. Bonjour Linden. Bonjour Manu, on te souhaite un bon anniversaire toute cette semaine. C'est gentil. Bon anniversaire. C'est gentil, merci. Ça leur entendu. Happy birthday. Sinon, à part les débats sur ton anniversaire, on va reparler. Les tweets sur ton anniversaire. En dehors de ça, parce qu'il s'est fait retweeter par tout le monde. Ouais, t'as vu ça un peu? Ah oui, c'était magnifique. Mais en dehors de ça, on va débattre sur le PSG, qui finalement a réussi son objectif d'être premier de sa poule en Ligue des Champions. Ensuite, on va parler de cette semaine mouvementée au niveau du Vendée Globe. Et pour finir, on va parler du retour de Raphaël Nadal. Ah oui, une belle chanson. Je suis content. Une belle chanson que Greg nous chantera avec Carla Bruni, normalement en grand featuring tout au long de cette émission. Eddy, un petit mot sur ta chronique. Un coup de cœur. Ah, génial. Parce que je reviens de Naples, je suis romantique. Ouais. Enfin, j'aurais dû dire plus de Florence. Ça aurait été plus sympa. Un coup de cœur, non, sur la belle épopée, enfin. Je ne sais pas si tu peux appeler ça encore une épopée, mais sur les belles prestations du Celtic et la belle qualification arrachée cette semaine. Et peut-être futur adversaire du Paris Saint-Germain. Peut-être. On va en discuter. En tout cas, ça serait un beau déplacement. Exactement. Et on y reviendra justement dans le débat. Allez, il est 13h passé de quelques minutes. Je vous propose de boire un petit coup d'eau comme nous et puis surtout de ne pas quitter l'antenne 98 FM et surtout de vous munir de votre Twitter. Le Twitter IDFM Sport, tout simplement IDFM Sport, tout attaché. C'est aussi simple que le port salut puisque c'est écrit dessus. Tout de suite, il est 13h passé de quelques minutes. Place à IDFM Sport. Initiative IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Alors qu'apparemment les jingles ne sortent que d'un côté de l'oreille. Voilà. On est bien là. On va essayer de trouver la solution. Je vais m'y atteler, je vous le promets mes amis. En tout cas, on va commencer quand même avec le journal de Grégory Drouillat, le journal qui concerne la France, l'international, le monde entier, l'univers même. Et on commence bien sûr comme chaque semaine par du football, mes amis. Yes, on va commencer avec l'Europe puisqu'on va revenir sur, on va en reparler tout à l'heure dans le débat. Mais on va commencer avec les résultats de la Ligue des Champions. Je vais rapidement revenir sur les groupes des Français. On commence avec le groupe A, le PSG qui a battu Porto 2-1. Zagreb et Kiev qui ont fait match nul 1 partout. C'est le premier point de Zagreb quand même, faut le dire. Ça leur rapporte 500 000 €. Ils ont marqué à la dernière minute sur un penalty dans des conditions sous la neige. Exécrables. Ouais. Mais le match est dantesque. Voilà. Le groupe B, Montpellier qui arrache le match nul contre Schalke 04 1 partout, Olympiakos qui bat Arsenal 2-1. Et puis dans le groupe F, Lille qui s'incline pour la dernière journée chez eux contre Valence 1-0. Dans le même temps, le Bayern Munich a battu le Bate Borisov 4-1. Je fais rapidement les premiers. Donc ce sera le PSG, Schalke 04, Malaga, Dortmund, la Juve, le Bayern Munich, le FC Barcelone et Manchester United. Et les deuxièmes, Porto, Arsenal, Milan, le Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Valence, le Celtic Glasgow et Galatasaray. On en reparle tout à l'heure. Tout à fait dans le débat, messieurs. Voilà. Pas tout de suite. Juste pour finir, deux petites infos. Tirage au sort le 20 décembre à 11h30. Ce sera à Nyon en Suisse si vous voulez vous déplacer, monsieur. Et les dates, ce sera donc les 8e allées, ce sera le 12 et le 20 février. Les retours le 5 et le 13 mars. Je continue avec de la Ligue 1. On se projette dans le futur. Je crois qu'en ce moment, c'est le mot. C'est le mot en ce moment. C'est l'expression à la mode. Référence à Booba, bien sûr. Il faut le dire, mes amis. Il faut expliquer les codes. Donc début de la 16e journée ce soir avec la rencontre entre Toulouse 8e et 12e. Demain à 17h, le PSG 4e accueille Évian-Toulon-Gaillard 17e.
On pourrait peut-être voir le retour de Thiago Motta, ça fait un petit moment qu'on l'attend. Ah oui, ça fait un grand moment qu'on l'attend. Même. Après, on sait pas s'il sera titulaire, mais bon, il devrait être sur la feuille de match en tout cas. J'ai l'impression que c'est ce qu'on répète chaque semaine. Ouais, mais là apparemment ce serait sûr à 100% qu'il serait dans le groupe parisien. Petit enjeu pour ce match puisque Paris vise le 3000e but marqué dans l'histoire du club. Pour le moment, les Parisiens sont à 2998. Donc vous pouvez aller sur le site du club, il y a un petit concours, savoir qui va marquer et quel match le 3000e but du club de la capitale. À 20h, on aura également le droit au derby breton entre Rennes 7e et Brest 14e. Sochaux 18e accueille Lille 10e. Et Montpellier 13e reçoit l'AC Ajaccio 16e. Ça va être un match à couteau tiré. Yes, ça va être dangerous. Dimanche à 14h, Reims 15e accueille Bordeaux 6e. À 17h, Marseille 2e accueille Lorient 11e. Et puis enfin à 21h, le grand match Canal, le derby entre Saint-Etienne 3e et Lyon, le leader. Des petites stats sur ce match parce que c'est quand même the gros match. Saint-Etienne n'a plus gagné à Geoffroy Guichard depuis la saison 93-94. Ça fait un petit moment qu'ils ont plus gagné les Verts chez eux contre les Lyonnais. Et depuis que les Verts sont remontés en Ligue 1, savoir la saison 2004-2005, c'est 6 victoires lyonnaises et 2 nuls. Et des grosses victoires lyonnaises, des 4-1, des 3-0. Donc on verra si les Verts arrivent enfin à battre les Lyonnais. Une petite pause quiz, messieurs. On a parlé du 3000e but du PSG. Vous qui êtes des grands supporters du Paris Saint-Germain, qui a mis le premier but, tiens? Du PSG? Oh, ça c'est une grosse question. Au Parc des Princes ou? Non. Ah non, dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Bernard Guignedou, le premier buteur du PSG en compétition officielle. Bravo. Énorme. Non, merci les smartphones. C'est la famille, non? Ah non, c'est mon oncle. J'y étais. Le mec qui s'invente un passé de supporter mytho. Désolé de vous avoir coupé, messieurs. C'était une petite boutade. C'était une petite boutade. Bernard Guignedou, c'est à retenir ça. Je continue avec mon petit tour d'Europe du week-end. Ça va se passer dimanche, pas mal. Grosse affiche dimanche. On est parti. Ne me demande pas ce que je vais faire dimanche 14h. 14h30. 14h30. Angleterre, 16e journée. Le derby, le choc. Manchester City 2e qui accueille Manchester United, le leader. Gros match. Gros match avec un Manchester City qui a connu une grosse peine cette semaine avec son élimination en Ligue des Champions. United qui a perdu également contre Cluj. J'ai une stat justement à propos de l'élimination de City. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'un club anglais ne met que 3 points. En poule. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Même un bilan de 2 sur 4 pour les Anglais, mais bon. Chelsea sorti également. Chelsea sorti également. Mais grosse affiche, gros choc. Dimanche à 14h30, donc en Espagne ce sera dimanche à 21h, la 15e journée. Le Betis Séville 4e qui accueille le Barça, le leader. Barça, quid de Messi, sera-t-il là, sera-t-il pas là? Nos amis de Bein Sport, les Bein Sport ont fait des palettes pendant un quart d'heure pour savoir si Messi allait être blessé. Tout le monde pensait. Justement, toi qui vas travailler à Beansport, puisque tu seras le meilleur journaliste des 50 prochaines années, est-ce que toi t'as plus d'infos là-dessus? Non, mais Messi devrait jouer dimanche. C'est important pour le Barça parce que le Real est tombé il y a quelques semaines maintenant sur la pelouse du Betis. C'est un gros match, Séville, très gros match. Ambiance, très gros match. Pas facile et puis de toute façon Messi a l'objectif de battre le record de Gerd Müller sur le total de buts en une année qui est de 85. Il en est à 84, donc il faut qu'il en mette 2 encore. Donc c'est fort possible qu'il soit titulaire dimanche soir. Même genou cassé, ils vont le faire rentrer à la fin. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a tiré son penalty. Exactement. Pardon. Je continue en Italie, 16e journée. Pareil, ce sera dimanche à 20h45, donc énormément de matchs dimanche soir. Gros match entre l'Inter Milan 3e qui accueille l'équipe des Diamari et Naples 2e. Ça va être un sacré choc. Ouais, gros sacré choc. Attends, je comprends pas, t'es revenu la semaine du choc. Ah oui, non, j'avais pas de billet, j'étais à Naples, j'étais pas à Milan. Désolé. C'est vrai. Bonne excuse. On se projette en Allemagne, 16e journée. Samedi à 15h30, Stuttgart 7e qui accueille Schalke 04, 4e. Et puis toujours mon petit match exotique, j'aime à le play. Là c'est un peu exotique quand même. Là on se projette en Grèce, 14e journée, avec le shot entre le Panathinaikos et l'Olympiakos. C'est gros match, grosse ambiance dans les. Et le match sera joué à quelle heure? Ce sera dimanche à 18h. C'est pareil, c'est toujours un dimanche. Et puis pas exclu, mais petit bonus, petit extra, un Super Monday
Pour ceux qui n'en auraient pas eu assez du week-end, tu sais. Parce que alors là, c'est Machine Sport qui nous offre un Super Monday avec à 17h, donc lundi, je traduis à Monday, lundi à 17h, en Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg qui a accueilli Lanzi Makachkala. On peut quand même le dire, ça peut être la finale de la Ligue des Champions dans 20 ans, parce que avec Hulk sur la pelouse ou pas? Non, beaucoup de gueule. Il est possible qu'il parte cet hiver. Le problème, c'est que s'il part, il peut partir que au Brésil ou que en Chine parce qu'il a déjà joué dans 2 clubs européens. Et selon les règles de l'UEFA, on n'a pas le droit de jouer dans 3 clubs différents la même année. Gros coup de gueule envers Spalletti, son coach. Ils se sont bien engueulés l'autre soir, donc à voir. Et puis on finira au Portugal avec le derby de Lisbonne. Ça, c'est pour tous nos amis portugais. Et du Italien. Voilà, entre le Sporting et le Benfica. Ça va être un beau match aussi. Yes. Et tout ça à suivre sur Machine Sport. Machine Sport, donc, il nous offre un Super Monday. Bah écoute, il va falloir expliquer à nos femmes quand même, parce qu'on c'est dimanche et lundi. Je continue parce que ce week-end, on a le début de la Coupe du Monde des clubs. Avec les 2 quarts de finale, c'est ça, des quarts de finale entre Ulsan et donc Ulsan des Coréens du Sud et les Mexicains, et l'autre quart de finale entre Al Ahly et Hiroshima. Hiroshima qui a battu Auckland en 8e de finale 1-0, c'était jeudi matin. Donc Chelsea affrontera la semaine prochaine le vainqueur de Ulsan Monterrey et les Corinthians, les vainqueurs de la Copa Libertadores, affronteront le vainqueur de Al Ahly Hiroshima. Vous avez vu, messieurs, un dispositif d'arbitrage très spécial. C'est pour ça que je voulais en parler. Va être testé justement pendant cette Coupe du Monde des clubs. La vidéo, tout à fait. La ligne de but aussi. La ligne de but, sur la ligne de but, ouais. Voilà. Avec une histoire de capteur, je crois. Il y a le capteur dans la balle et la vidéo sur la ligne de but, tout simplement. C'est ça. C'est un compromis, messieurs, vous qui étiez contre. Si t'as aucun but litigieux, ça servira à rien. Non, mais c'est vrai. On va suivre ça. Non, le capteur, je suis pas contre, mais après, le système de vidéo, c'est vidéo sur la ligne, hein. C'est pas la vidéo comme au rugby où t'as différents angles, apparemment. Yes. La vidéo qui ne fonctionne pas toujours au rugby aussi. J'ai été sûr. Je suis vraiment content de retrouver Diamari dans ce studio, ça m'avait manqué. Et dernière petite info, puisqu'il part, l'Euro 2000 va se jouer dans toute l'Europe, apparemment. On va avoir des matchs partout en Europe. Michel Platini en avait parlé. Et il paraît que ça va se faire, donc on pourrait avoir des matchs en Italie, un match en Allemagne, un match en France, un match en Espagne, un match en Europe de l'Est. Ce qui n'a strictement pas de sens. T'imagines, tu démarres en Russie et t'as une compétition de 3 semaines. Après, je pense que ça va être censé, ils vont pas le mettre au fin fond de la Sibérie, mais surtout en termes de coût, je pense que ça va être surtout astronomique. C'est assez complexe. Mais apparemment, ça devrait se faire et rapidement pour l'Euro 2020. On rappelle que la France a l'Euro 2016, donc l'Euro pourrait être dans toute l'Europe. Je trouve que c'est quand même dommage que Platini défend beaucoup les petits pays, justement par son nouveau modèle avec l'UEFA. Et là, je pense, d'après ce que je vois, ça va profiter qu'aux grands pays parce qu'on n'aura plus le temps quand on organise un événement type Euro ou Coupe du Monde, justement, ça permet à ces petits pays de se développer, reconstruire, etc. Là, aujourd'hui, ces matchs, ils vont jouer où? À l'Allianz Arena, le Stade de France, etc. C'est possible que ce soit business. Donc, au final, les petits, la politique de Platini. On va peut-être forcer les petits pays à construire de grands stades. Oui, mais si tu vas jouer maintenant en Russie, etc., dans les petits pays, ça sera difficile d'aller jouer, par exemple, en Belgique de l'autre côté, 2 semaines après, quoi. Bien qu'on aille en Belgique. Ouais, voilà. Non, mais l'Euro 2000 en Belgique. À chaque émission, il passe en Belgique. C'était très bien. On a eu droit à la Roumanie à Liège à l'époque. Non, c'était très bien. Vas-y Greg, on t'a coupé. Ah oui, non, c'est bon pour le foot. Voilà. C'est vrai qu'il y a tellement de foot, on aime tellement le foot qu'on aimerait que ça continue. Je pensais que t'avais un programme même pour le mardi, mais c'est pas grave. Non, il y a plus rien. Un petit mot justement de rugby pour continuer. Retour du journal. Voilà, retour de la H-Cup, 3e journée. Donc c'est une journée charnière, ça va être super important ce week-end. On est parti pour le programme. Dans la poule 1, le Racing Métro accueille Édimbourg, ce sera samedi à 19h. Dans la poule 2, Toulouse accueille les Ospreys, ce sera samedi à 14h05. Dans la poule 3, Biarritz se déplace chez les Irlandais de Connacht. C'est ce soir à 21h. Dans la poule 4, Castres, pareil, ce soir à 20h35, joue chez les Écossais de Glasgow. Poule 5, le gros match du week-end, Clermont qui accueille le Leinster, le champion d'Europe en titre, dimanche à 16h. C'est la revanche de l'année dernière. De la demi-finale de l'année dernière où Clermont était à un essai on se rappelle que Fofana avait marqué l'essai. Vidéo justement, et dit la vidéo. Je savais même pas s'il y avait essai à la vidéo. Tout à fait. Et d'ailleurs, juste au passage, je crois que c'était Wesley Fofana qui nous disait on attend notre revanche contre le Leinster cette saison. Donc ça arrive, ce sera, donc je le rappelle, dimanche à 16h, c'est sur France Télé. Poule 6, celle qui accueille les Toulonnais samedi à 16h40, et puis dans la même poule, Montpellier se déplace à Cardiff dimanche à 13h45. Et puis dans la semaine, on a su le tirage au sort de la Coupe du Monde 2015. Alors on parlait de cette tournée d'automne de novembre où la France
devaient gagner ces 3 matchs. Moi, je pense qu'ils ont bien fait de gagner ces 3 matchs, puisque la poule de la France, donc les Français sont tombés dans la poule D avec l'Irlande, l'Italie, l'Amérique numéro 1, donc le pays qui finira le tournoi des Amériques, ce sera soit le Canada, soit les États-Unis, probablement. Et l'Europe numéro 2, donc on peut penser que ce sera soit la Roumanie, soit la Russie. Tout à fait. On rappelle quand même les 2 gros bonnets du groupe français, l'Italie et l'Irlande. Avec ça fait peur. Non, honnêtement, faut pas les prendre de haut. Non, je pense. Honnêtement, des petites stats. La France a joué 3 fois l'Irlande en Coupe Mera, le tournoi des Amériques. Ce sera soit le Canada, soit les États-Unis, probablement. Et l'Europe numéro 2, donc on peut penser que ce sera soit la Roumanie, soit la Russie. Tout à fait. On rappelle quand même les 2 gros bonnets du groupe français, l'Italie et l'Irlande. Avec ça fait peur. Non, honnêtement, faut pas les prendre de haut. Non, je pense. Honnêtement, des petites stats. La France a joué 3 fois l'Irlande en Coupe française, ont toujours gagné. C'est vrai. Et l'Italie, on ne les a jamais joués en Coupe. Groupe de la mort, il me semble. Je vais vous donner toutes les poules. La poule A, Australie, Angleterre, Pays de Galles. Donc attention devant. Océanie 1 et un repêché. Dans la poule B, Afrique du Sud, Samoa, Écosse, Asie 1 et Amérique 2. Et dans la poule C, Nouvelle-Zélande, Argentine, Tonga, Europe 1 et Afrique 1. On précise, on va croiser avec la poule C, donc la poule de la Nouvelle-Zélande. Donc attention au quart de finale. Faudrait mieux finir premier. Si la Nouvelle-Zélande finit premier, on pourrait se prendre soit l'Argentine, soit les Tonga. Si on finit premier, on a un tirage qui peut être royal, hein. Ouais. On se prend Argentine ou Tonga en quart, ce qui est jouable, et en demi on se prend Australie ou Angleterre. Ouais. C'est à voir. Angleterre à Twickenham, ça peut être très très lourd, mais à voir parce qu'il reste 3 avant cette Coupe du Monde et l'Angleterre sera dans le groupe de la Nouvelle-Zélande si j'ai bien compris. Europe 1, ce que tu appelles... Non du tout, c'est Europe 1, ce sera le premier qualifié de l'Europe, qui sera de Géorgie. On sait que les Géorgiens sont les meilleurs dans les qualifs européennes. De toute façon, dans 3 ans, il y aura pas de surprise, ça sera comme tous les 4 ans, on retrouvera toujours les mêmes dans quart de finale ou en demi-finale. Dans le rugby, ils sont 10 à y jouer dans le monde. Qui m'énerve un petit peu. Il y a 10 nations. Après, il y a le Samoa qui commence vraiment à pousser au nez de la porte. Samoa, ça commence vraiment à être très très fort. Mais moi, c'est ça qui m'énerve un peu. C'est toujours fragile, le Samoa. Manu, c'est qu'on parle, c'est dans 3 ans, on peut pas trop savoir. Ils sont un peu au fond du trou en ce moment. Parce que la génération Driscoll est finie, mais on sait grosse école de formation entre Leinster et le Munster. L'Italie a failli battre l'Australie en test match, donc en 3 ans ils peuvent se reprendre. Nous on est au top aujourd'hui, est-ce qu'on sera au top dans 3 ans? Les Gallois sont au fond du trou aujourd'hui, ils se retrouvent dans la poule de la mort. En 3 ans ils peuvent se refaire parce que pareil ils ont une très belle génération. Complètement. Donc c'est pas facile de juger maintenant. On sait que les Néo-Z sont vraiment au-dessus et après on verra. C'est dire si les médias qui nous voient déjà champions du monde cette semaine après ce tirage, on va dire un petit peu dans l'erreur ou ont une volonté de vendre en tout cas. On a un groupe pour être champion du monde, enfin notre groupe de joueurs je parle. Après c'est encore très 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 loin. On écoute en tout cas Philippe Saint-André qui juste après son tirage qui nous a livré bien son avis en tout cas sur le tirage justement français. L'Australie, Angleterre, Pays de Galles est vraiment la poule de la mort. Bon, on a aussi une poule difficile avec l'Italie et l'Irlande, c'est un peu un remake du 6 Nations. Après par contre ça sera un pour nous d'essayer de sortir premier de cette poule parce que si on sort premier on évitera les All Blacks en quart de finale après. Du monde, il faut être capable de gagner toutes les nations. Voilà, maintenant on sait deux équipes dans notre poule, il y a 2 autres, on le saura un peu plus tard. Et maintenant il va falloir continuer à travailler, à évoluer et arriver en 2015 avec plein de confiance sur cette Coupe du Monde. Plein de confiance sur cette Coupe du Monde, en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite à ces joueurs du 15 de France. Un petit mot de handball quand même. Yes, puisqu'on n'a pas de championnat ce week-end, mais on a un Final Four, en l'occurrence le Final Four de la Coupe de la Ligue. Alors vous allez me dire où est Paris, où est Montpellier? Eh ben oui, ils sont plus là. Les demi-finales, donc samedi à 14h, Dunkerque affronte Chambéry, à 16h15, Nantes sera opposé à Célestat. La finale se dispute dimanche. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Et puis bien sûr, retour du championnat la semaine prochaine. Retour du championnat la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le reste de l'actualité sportive autour du monde, mon cher Greg. En basket, début de la 10e journée ce soir, le Paris-Levallois accueille Gravelines. En volley, 10e journée également de Ligue A qui démarre ce soir avec 2 matchs, Narbonne-Avignon et Rennes-Ajaccio. En ski alpin, les hommes sont en France, à Val d'Isère ce week-end pour disputer un slalom et un slalom géant. Les filles sont quant à elles en Suisse, à Saint-Moritz pour disputer un combiné, un super G et un slalom géant. En biathlon, week-end de compétition en Autriche, à Orfilsen.
Avec Martin Fourcade déjà leader de la Coupe du Monde en combiné nordique, Jason Lamy-Chapuis également leader de la Coupe du Monde courra ce week-end en Turquie à Erzurum. Alors ça, je savais pas que les Turcs ils accueillaient une Coupe du Monde de combiné nordique, c'est énorme quand même. Donc à suivre Jason Lamy-Chapuis en Turquie ce week-end. Enfin, toujours en sport de glace, c'est le début du Trophée Andros. Je sais que ça te fait plaisir, Manu. Oui, ça c'est nickel. Le Trophée Andros, c'est quoi? C'est une course de voitures sur glace. Tout à fait. Première étape ce week-end à Val Thorens. Magnifique. Et puis on va suivre. Star, on sait, c'est Alain Prost. Alain Prost, il gagne tout le temps. Il est un peu aidé par le cher ami Max Mamers qui organise cette compétition, mais on s'étendra pas plus, bien sûr, pour pas avoir de problème. Ça dure assez. Ça dure jusqu'au mois de février, je crois, voire mois de mars. Voilà. Tout à fait. Fin février, début mars, donc on pourra en reparler. Tout à fait. On vous fera un sujet complet sur cette grande compétition. C'est tout pour les news d'aujourd'hui, mon cher Greg. Mais c'était largement suffisant. On te remercie en tout cas. Le Celtic comme tirage pour le PSG, ça serait, c'est quelque chose ça serait beau. Tu rêves. Ouais. J'en rêve. J'aimerais bien faire le déplacement. Ça serait un beau déplacement. Si Paris tire, on va aller là-bas. Attention. Ouh, moi j'aime ce genre de pari, mes amis. T'imagines avec ton écharpe à crier virage Auteuil. En tout cas, vous l'aurez compris, mes amis, c'est l'heure de la chronique du plus beau chroniqueur qui existe sur la radio. Il est revenu avec sa flopée de fans. Eddie Amari fait son grand retour après une semaine. Ah oui, attends. Messieurs, dames, vous mettez trop la pression. Et oui, mais c'est une pression normale et logique. En tout cas, on retrouve tout de suite la chronique, l'humeur de Eddie Amari. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Vous l'aurez compris, la chronique, l'humeur de Eddie Amari, on a dit un coup de cœur cette semaine. Un coup de cœur cette semaine. Le Celtic. On va partir du côté de l'Écosse. Mais ces derniers temps, je fais beaucoup de coups de cœur. Vous avez remarqué ? T'es amoureux. Je suis romantique. Regarde, tu entends ? À chaque fois, elle réagit. À chaque fois, elle réagit. Allons-y, messieurs. Donc après ce premier tour de Ligue des Champions, je ne retiendrai pas le retour de la grande Juve ou l'élimination du tenant du titre Chelsea, non. Promis, je n'en rajouterai pas sur l'échec de Manchester City ou sur la nouvelle démonstration du foot allemand, non, parce que je me suis emballé pour une seule équipe ces dernières semaines, le Celtic Glasgow. Et oui, le Celtic, cette équipe de barbus n'ayant aucun style de jeu et qui n'a rien inventé niveau tactique. Mais le Celtic, voyez-vous, a su me rappeler les bonnes heures du football des années 90, cette époque où nous n'étions pas tous omnibulés par la seule et unique pensée du jeu dictée par le Barça, cette époque où les stades respiraient le football et n'étaient pas remplis de touristes du monde entier. Bref, cette époque où on pouvait se mettre torse nu, une écharpe autour du cou et se retrouver entre vrais pour chanter l'amour de son club. Alors, auditeurs d'IDFM Sport, réunissons-nous, applaudissons et remercions le Celtic et ses fans d'avoir changé les codes durant ces soirées européennes, d'avoir apporté cette gadoue, cette sueur de ce football sale venu d'en bas, mais si romantique dans cette Ligue des Champions, trop souvent aseptisée par ses stars, ses clubs et leurs retombées financières. Et oui, elles sont encore là. Elles sont encore là. Et j'ai réussi à placer le mot. Rien au Celtic en plus. Et j'ai pu placer le mot romantique. Ouais, c'est vrai. Mais tu as été d'une grande romance. Un petit mot quand même sur cette équipe du Celtic, incroyable. Et puis ils étaient à deux doigts de sortir hier, parce qu'ils sont à partout. Bon, le péno est litigieux quand même, il faut le dire. Le péno est très litigieux sur Samaras, mais il gagne du coup. Mais quelle est la force de cette équipe ? C'est le réalisme ? C'est le réalisme. Devant Samaras, l'attaquant grec est vraiment, c'est leur pierre angulaire. Il fait vraiment il fait tourner l'équipe. Non, et puis ça défend pas mal. Ça défend même beaucoup. On se souvient du match à Barcelone où ils ont marqué dès le premier quart d'heure. Après, ils ont souffert avant de perdre à la 94e minute. Ça n'apporte vraiment les matchs du Celtic ne sont pas super intéressants à regarder. Mais le Celtic Park, cette ambiance, ces joueurs, les couleurs, c'est des choses qu'on a perdues dans le football et qu'on retrouve à travers le Celtic et qui sont vraiment belles à voir. Ils ont aussi la You Never Walk Alone. Et puis Celtic, on le rappelle, qui est tout seul en championnat puisque les Glasgow Rangers, ont été rétrogradés, je crois, en Division 3, il me semble. Division 4, pardon, toutes mes excuses. Mais qui est toujours aussi populaire. Tout à fait. Puisqu'ils sont premiers du championnat écossais, mais avec un seul point d'avance sur le deuxième. Ah, j'ai parlé un peu trop vite alors. Non, mais c'est l'ennemi historique a disparu, mais les cartes se sont redistribuées. Un petit peu en championnat écossais. Tout à fait. Eddie, j'ai entendu une rumeur cette semaine te concernant, en disant voilà, Eddie choisit ses matchs, il choisit ses émissions un peu comme Ibra, tu vois. Il vient quand on parle du PSG, mais quand on parle pas du PSG, il vient pas. Vous avez tout compris. C'est vrai ça ? Ah, ça y est, je suis démasqué. Je suis toujours là, moi. Toujours là. Vous l'aurez compris, bien sûr, c'est l'heure du premier sujet de débat, mais surtout du débat de la semaine. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France.
Et oui, premier sur l'île de France, mes amis, Initiative et IDFM, ça donne IDFM Sport. Et c'est chaque vendredi, 13h, 14h. Allez, je vais vous faire écouter une petite chose, et vous allez me dire si vous reconnaissez, bien, lorsque ça a été diffusé, enfin, lorsque ça a été enregistré, et à quelle occasion. Eddy, ça dit quelque chose, j'ai l'impression. Non, t'as envie que je quitte le studio. Je suis pas venu la semaine dernière déjà à cause de ça, parce que je voulais pas revenir sur... Bon, écoute, on va partir du postulat. C'est bien sûr le cri de victoire de nos amis niçois. D'ailleurs, on va leur couper un peu le sifflet. Voilà, ça va mieux comme ça. C'est le cri de victoire de nos amis niçois après leur victoire contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Un Paris Saint-Germain, Dr Jekyll et Mr Hyde, dit-on. Dr Jekyll lors du championnat de la Ligue 1 où le Paris Saint-Germain reste sur 2 défaites, il me semble. Et bien sûr, Mr Hyde lors de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale et qui sortira, maintenant c'est sûr, en tête de son groupe. Messieurs, votre avis un petit peu. On a parlé de crise, on va pas reparler de crise parce que je pense que, enfin, on va peut-être en discuter ensemble, mais je pense pas que le sort de notre ami Carlo Ancelotti soit scellé ou du moins inquiété pour le moment. Rien à voir. Quel est votre avis sur ce PSG à 2 visages en tout cas? Je pense qu'on n'aura jamais la vraie réponse. Parce que de toute façon, personne n'est là et on met que des hypothèses. On va juste dire que on a l'impression que les déplacements à Troyes, à Nice, etc., ça n'intéresse pas le Paris Saint-Germain. En tout cas, les grosses stars qui viennent de l'étranger du Paris Saint-Germain, qui connaissent pas forcément la vraie saveur de ce championnat et qui n'ont pas forcément conscience du retard qu'ils vont prendre par rapport à la concurrence, parce qu'ils se disent qu'à un moment ils vont la rattraper. C'est un peu l'impression qu'on a, donc cette impression de facilité. Et puis on voit en Ligue des Champions, le jeu revient, etc., et on se dit que ce Paris Saint-Germain va être premier de sa poule. Mais je mettrai une nuance dessus en disant en disant, que forcément, le PSG, malgré un bon match, il faut rappeler quand même, ils finissent premier à 15 points, c'est l'équipe qui a pris le plus de points en Ligue des Champions. Les résultats, quand même, il faut rappeler quand même qu'ils sont quand même dans une poule très facile, voire très facile, avec une équipe où ils allaient pas être sortis, une équipe avec le Dynamo Zagreb qui a même en Europa League qui est sorti au premier tour. Voilà. Pour dire que voilà, ces 15 points, ils sont premiers de la poule, certes, et tout le monde se redevient content parce qu'ils ont sorti un bon match. Après ce qui s'est passé derrière, on peut dire que quand même on connaît pas encore le vrai niveau de jeu de ce PSG, parce que finalement en face il n'y a pas eu cette vraie concurrence, parce que 15 points c'est pas révélateur du vrai niveau du PSG. Donc je suis pas vraiment d'accord avec Linden, parce que en ayant vu la qualité des matchs du PSG, je me souviens du match au Parc face à Kiev, là le match la semaine dernière, ce mardi soir déjà face à Porto, le PSG a affiché un beau visage en Ligue des Champions. Certes, il y a eu ce match à Kiev où Paris a gagné un petit peu en ne montrant pas grand chose, mais Paris a montré un très beau visage en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je voulais vraiment revenir moi sur 2 points qui m'ont marqué. Tout d'abord, là on a entendu les cris de joie des Niçois après leur victoire face au PSG. On se souvient également à Ajaccio, quand PSG a fait match nul là-bas, le président d'Ajaccio a triplé la prime. Donc c'est pour vous dire que on parle des adversaires du PSG en Ligue des Champions, mais parlons aussi des adversaires du PSG en Ligue 1 qui appréhendent, enfin qui préparent les matchs face au PSG comme des matchs de Coupe de France. Souvenez-vous des Rennais qui ont gagné au Parc à 9 contre 11. À la fin du match, ils étaient tous allongés par terre. On aurait dit qu'ils avaient remporté un match une demi-finale de Coupe de France, que c'était un petit pousset. Voilà, il y a comment dire, il y a les équipes adverses quand elles rencontrent le PSG en France et en Europe ne jouent pas le même match, parce que Paris est un grand en France, a beaucoup de buzz en France, mais en Europe le PSG n'est pas encore l'égal du Real Madrid ou du Milan AC ou du Barça. Pas forcément d'accord. Certes, ils ne seront pas à l'égal du Milan, du Real, etc. Mais une équipe comme le Dynamo Kiev, qui a un championnat quasiment inexistant où la concurrence n'existe presque pas, une fois qu'ils jouent en Ligue des Champions, ils sont obligés de se transformer, parce que c'est un peu le seul intérêt qu'ils ont dans l'année. Comme Zagreb aussi, leur championnat. Voilà, oui, mais je vais finir. Une équipe comme même on va dire les équipes comme le Celtic et autres, quand il y a 2-3 équipes de leur championnat, c'est que dès qu'ils sont en mode Ligue des Champions, qui, peu importe l'adversaire, une fois qu'il y a un grand nom, surtout que maintenant on connaît quand même les Zlatan, etc., ils sont obligés de sortir les matchs de niveau, comme tu dis, préparation Coupe de France, c'est-à-dire le match couperait à chaque fois. Moi, je suis pas d'accord quand tu vas dire qu'une équipe comme Kiev se dit, voilà, en Ligue des Champions, le PSG, c'est pas encore le Real, etc. Non, parce que dès que Kiev est en Ligue des Champions, ils se disent, là, on est hors de notre championnat où il y a personne, donc forcément, ils vont chercher. Donc là, tu me dis, si Kiev avait battu le PSG, par exemple, les joueurs de Kiev auraient eu les mêmes scènes de joie que les Niçois?
Moi, je t'aurais dit qu'ils seraient. Ils auraient crié pareil dans les vestiaires. Pourquoi pas? Qu'est-ce que le président de Kiev serait descendu dans les vestiaires et aurait triplé la prime. Non, je pense que le PSG, Dynamo Kiev, s'ils auraient cherché justement une qualification, ils seraient plus dangereux. Chercher une qualification face à ce nouveau PSG qui est considéré comme le nouveau riche en Europe. Je pense qu'il aurait pu avoir quelque chose. Tu sais pas, parce qu'on n'en parle pas, parce que là, t'es dans la presse française, etc. Tu connais un peu les attitudes françaises et tout, donc on t'en parle plus, mais tu connais même pas le nom du président de Dynamo Kiev. Tu sais pas ses attitudes, etc. Si on retournait le problème, si le problème ce n'est pas la motivation de l'équipe en face, mais aussi exactement la motivation des joueurs du Paris Saint-Germain. Mais c'est exactement ça, parce que hier on sort du match. Enfin avant c'était quand? C'était mercredi. Avant-hier. On sort du match. On va en conf de presse. On a Thiago Silva qui arrive, qui clairement le dit, mot à mot il le dit. Il fait, on a un souci de motivation en championnat. Javier Pastore arrive après. On l'a d'ailleurs la déclaration. Tu vas la mettre. On la met. Allez. On écoute Nasser et Javier Pastore. Démontrer que nous pouvions pratiquer un meilleur football. Aujourd'hui, ce fut l'un des meilleurs matchs que nous ayons joué et j'espère que nous pourrons confirmer en championnat. L'esprit de combativité des joueurs fut très important pour revenir. Ils ont prouvé qu'ils étaient des joueurs de haut niveau. Je suis heureux du match et du résultat. C'est clair, la Ligue des Champions te donne une motivation beaucoup plus grande. On doit parvenir à avoir cette même motivation en championnat, sinon on va se rendre tous les matchs compliqués. Aujourd'hui, l'équipe a joué à un grand niveau et on espère qu'on le refera samedi. Voilà, tout est dit dans ce qu'ils disent et moi je trouve ça, enfin pas scandaleux, mais là c'est un peu limite. C'est limite. Parce que là, si tu prends ça en question, parce que quand tu regardes les matchs que Pastore a fait de bons cette année, c'est Kiev, c'est le match avec Kiev, et c'est ce match-là contre. Non, est-ce qu'il n'y a pas une explication tactique, messieurs? Regardez, juste une explication tactique. On a vu en Ligue 1, ils ont joué à 3 récupérateurs. En Champions League, 2 récupérateurs et 4 joueurs, donc à vocation offensive devant. Est-ce que c'est pas Ancelotti qui est un peu frileux en Ligue 1? C'est pas qu'Ancelotti est frileux ou non, c'est que Ancelotti à la base, c'est que Ancelotti à la base voulait s'appuyer sur des joueurs qu'il ne peut pas avoir, enfin qu'il n'a pas pour le moment. Thiago Motta. Pastore qui passe complètement à côté de sa saison, et Pastore était vraiment la pierre angulaire. Souvenez-vous des matchs de préparation du PSG où Pastore marchait sur l'eau. Pastore est arrivé en début de saison, il a fait un gros match à Lille, après il s'est éteint. Donc Ancelotti a dû revoir ses plans. Vous retirez Pastore du 4-3-1-2 du PSG, vous mettez qui à sa place? Il y a personne. Là, il l'a mis à gauche. Il l'a mis à gauche. Et Camboré jouait comme ça l'année dernière aussi, avec pas mal Pastore à gauche. Il a pas mal joué. En fait, Pastore tournait avec Néné, mais généralement Pastore était derrière l'attaquant. Pastore n'a pas la caisse pour être. Voilà, c'est ça, t'as tout résumé. Pastore peut le faire sur un match ou deux. Non, pas pour être numéro 10, pour jouer sur le côté gauche pour moi. On l'a vu sur le but des Portugais. Il peut pas défendre. Il peut pas défendre. Pastore, ce n'est pas ce style de joueur. Le PSG, vraiment, j'insiste dessus, on parle tous d'Ibra dépendance. Non. Le PSG a réalisé ses meilleurs matchs cette saison lorsque Pastore était au niveau. Je suis pas forcément d'accord. Enfin, en dehors de ce, je pense que le vrai problème n'est pas forcément là, parce que le PSG de cette année, on parlait surtout sur Prem 5 au début. La concurrence, ça doit être là. Aujourd'hui, le PSG veut former un grand club. Alors maintenant, si un joueur n'est pas en forme, logiquement, on doit avoir du banc. Non, parce que Pastore, c'est vraiment le playmaker. Non, mais tu peux pas avoir. Le système repose sur Pastore. Dans ce nouveau, tout comme Motta aussi. Non, qui est plutôt irremplaçable. Le système repose sur tout le monde. Non, Linden, dans un 4-3-2. Non, mais attends, il y en a qui me disent non, mais Motta est plus ou moins irremplaçable. Messieurs, tu vas pas me dire qu'un grand club comme le PSG aujourd'hui qui investit, s'il y a un joueur qu'ils ont acheté à Palerme à 42 millions, maintenant si le joueur est en méforme, aujourd'hui on va dire non, un grand club comme nous, on dirait l'Olympique Lyonnais. Non, mais Yann Gourcuff, il est pas en forme, ça va pas. Non, Gourcuff et Chamac qui sont partis, ça va pas. Il y a eu vraiment un tournant dans le début de saison du PSG. Souvenez-vous le soir du match au Parc des Princes face à Bordeaux. Avec le 0-0, Zlatan a pris des coups toute la soirée, il était entre 3 défenseurs. La première chose que Zlatan a dit à Ancelotti en entrant au vestiaire, c'est terminé. Je ne veux plus jouer tout seul en pointe, je veux quelqu'un à côté de moi. Le match à Lille, Menez à côté, Pastore derrière. Pastore en 10, comme il le souhaitait. Javier a toujours voulu jouer comme un vrai 10 à l'ancienne, avec 2 attaquants devant lui. Zlatan a toujours voulu jouer avec un attaquant à côté de lui. Et Pastore lui met même une passe décisive. Le PSG tourne bien que si Pastore est en place dans ce 4-3-1-2. Mais Linden, comme tu disais, le PSG, un club n'a pas à reposer sur un joueur. Ok, mais dans un schéma tactique
tactique comme le 4-3-2 où Pastore est un vrai 10. Si tu retires Pastore, qui mets-tu à sa place? Non, mais logiquement, quand tu crées... Non, mais qui mets-tu à sa place? Si tu retires Pastore... Non, mais si tu retires... Non, mais réponds-moi. Si tu retires Pastore, tu mets qui à sa place? Je te mets qui tu veux, je te mets Sissoko, mais... Non, mais on n'est pas dans ce sens-là. Je veux dire qu'aujourd'hui, sinon on peut prendre même un coach français qui sait pas s'adapter. Aujourd'hui, on a quand même récupéré Ancelotti, qui était quand même entraîneur du Milan AC, qui était entraîneur à Chelsea. On l'a pas pris parce que c'est l'entraîneur de Nantes. Donc c'est à lui de savoir s'adapter, justement, parce qu'on l'a pris pour ses capacités. Non, et puis la motivation, on en revient à la motivation, la question de base. C'est quand même à lui, l'entraîneur, de faire comprendre à ses joueurs qu'il faut être motivé autant quand tu vas jouer à 3 que quand tu vas jouer à Kiev ou quand tu vas jouer à Porto. Le PSG n'a pas encore joué à 3, hein. Plus tout à l'heure vous répétez. Paris n'a pas encore joué à 3. On écoute. C'est la référence. Pour finir sur ce débat, et on rebondira, on aura les 30 secondes pour rebondir, on écoute surtout Luis Fernandez au sortir du studio de RMC qui nous donnait justement son avis sur bien la motivation du Paris Saint-Germain cette saison. Le danger du Paris Saint-Germain dans cette compétition, c'est la motivation. La motivation, c'est quelque chose d'important, très important. Tu sais, quand tu es motivé, que tu respectes tes adversaires, et en étant motivé et en respectant tes adversaires, tout en y mettant les ingrédients qu'il faut, surtout quand tu es censé avoir du talent et un potentiel, si tu mets la motivation dans ta tête, je pense que tu fais la différence. Non, mais vraiment, Louis l'a dit, tout à l'heure je voulais revenir sur 2 points, mais bon, Linden m'a coupé, j'ai pas eu le temps de revenir sur mon deuxième point. Je n'ai pas eu le temps. Non, plus sérieusement, oui, il y a un problème de motivation, mais je pense que c'est pas que de la motivation, je pense qu'il y a une méconnaissance de la Ligue 1 pour le moment. Ancelotti a eu énormément de mal, et je trouve qu'il a encore beaucoup de mal à s'adapter à certaines équipes et à certains types de jeux. Et on le voit, les joueurs du PSG en Ligue des Champions ne jouent pas sur le même rythme qu'en Ligue 1. Les coups ne sont pas différents, l'intensité n'est pas la même. Lavezzi l'a dit. Zlatan passe son temps à pourrir les arbitres en Ligue 1, alors qu'il les pourrit moins en Ligue des Champions. Parce que en Ligue des Champions, on a un arbitrage européen, le jeu va plus vite. Et en Ligue 1, les codes sont différents. Donc quand on met l'épaule en Ligue 1, le jeu est tout de suite haché. Donc vraiment, il y a certains joueurs qui doivent s'adapter à ce championnat, mais je pense pas que ce soit un manque de motivation, je pense que c'est une méconnaissance. C'est vraiment une méconnaissance de ce championnat qui est vraiment très physique, très athlétique. Et je voulais en parler au niveau de la méconnaissance. Excuse-moi, je vois. Non, vas-y, mais c'est que on peut revenir à une question peut-être pour un débat plus ouvert, la question du nombre de Français dans cet effectif du PSG, parce que on risque d'en parler au cours de la saison. Parce que quand tu vas en Italie, c'est un faux problème. Parce que les personnes qui sont en Italie, les Zlatan et tout, quand ils sont là-bas, ils vont jouer à Catane, ils sont motivés, ils vont mettre des quadruplés, alors que quelle est la différence entre jouer à Catane, en Sicile, les 3, c'est exactement pareil. Premier buteur du championnat. Non, mais dans le sens où on parle de motivation aujourd'hui, oui, le premier buteur, c'est un petit moment qu'il a pas marqué. La motivation, elle est pour toute l'équipe. Je pense que ça touche pas lui. Et il a marqué il a marqué à Nice. Non, mais tu vois bien ce que je veux dire, ce genre de joueurs qui sont. Messieurs, pour trancher, on va demander à la voix féminine, la voix de la sagesse, Charlotte. À ton avis, alors de tout ce que tu as entendu, qu'est-ce qui t'a semblé, qui t'a semblé le plus dans le vrai, dis-nous tout. Bon, alors pour tout dire, les deux, il y a du bon dans les deux discours. Elle veut pas se mouiller. Je ne pas tout de suite. Prends des décisions. Choisis ton camp. Non, mais après, je suis d'accord par rapport. On voit quand même un réel manque de motivation en championnat. Et on a vu une toute autre équipe du PSG hier face à Porto. Ils jouaient collectivement. On voyait, il y avait de l'envie. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Après, c'est sûr que peut-être qu'il y a des joueurs qui sont pas motivés d'aller jouer à 3, même s'ils ont pas encore joué à 3. Ça va peut-être venir. Dédicace au club de 3, quand même, on a beaucoup parlé. L'Estac, qui nous invitera sans doute. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a aussi Carlo Ancelotti. Il doit fédérer son groupe. Il doit. Ça prend du temps, ça. Voilà, de dire que la Ligue 1 c'est important et c'est grave pour les motiver et voilà. Bah on verra quand le PSG tombera sur le Real en 8e de finale et voilà, ils se feront éliminer. On verra bien en tout cas. Les paris restent ouverts et je vous rappelle messieurs que si le tirage chez le Celtic le 20 décembre, et ben on part tous du côté de Glasgow. Ça serait beau. Moi j'aimerais vraiment. J'aimerais. Paye les accréditations, IDFM s'il vous plaît. Ouais, au pire le Père Noël. Au pire le Père Noël. Messieurs, merci pour ce premier débat. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause information. On retourne du côté de Grégory Drouillat et du côté de notre région si chère et si importante, l'Île-de-France. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Et bien sûr, qui dit Île-de-France dit Grégory Drouillat, mais qui dit aussi également football. Football, et qui dit football dit pas de national ce week-end. C'est vrai, pas de national. On est au repos là. C'est repos là, c'est donc puisque c'est le 8e tour de la Coupe de France, je vous donne les matchs des Franciliens parce qu'on a quand même des clubs franciliens qui sont encore en course.
Donc le Racing Colombe 92 qui joue en CFA2 et qui jouera sur la pelouse de l'Amiens AC qui est CFA. Fleury-Mérogis, petit bonjour à mes amis de Fleury-Mérogis que je connais pas mal. En CFA2 qui n'ont pas eu un bon tirage. Tu connais pas mal les gens de Fleury-Mérogis. Lesquels? Dans le club, je parle. Que je connais pas mal. J'ai quelques potes ils là-bas. m'ont très bien accueilli. Fleury-Mérogis qui avait sorti Tours, Ligue 2, le tour d'avant. Donc Fleury-Mérogis qui joue sur la pelouse d'Amnéville CFA. Évry-Essonne CFA2 qui joue sur la pelouse de Dreux CFA. Les Mureaux DH qui accueille Metz qui est deuxième en national. Tout à fait, deuxième, ouais. Mais pas dans une très bonne forme en ce moment. Ouais, pas top, ouais. Donc attention. Ils ont collé 4-0 au Paris FC. Mais... non, mais c'est vrai qu'en ce moment ils sont pas sur une très bonne dynamique avant le match du Paris FC. Et le dernier club, donc Meaux DH qui accueille Chambly SCFA. En rugby, 10e journée de Fédéral 3 dans la poule 3. Demont, invaincu et leader de sa poule, accueille le dernier Flandre. Début de la rencontre dimanche à 15h. En basket, 10e journée de Proie. Nanterre joue sur le parquet d'Orléans. En volley, 10e journée de Ligue A, Paris accueille ce soir à 20h Beauvais dans sa salle Charpie. Et puis en tennis, puisqu'en tennis, la saison ATP est finie, mais on dispute les phases finales du championnat de France par équipe ce week-end. Ça se dispute à Flandre, donc l'équipe qui va jouer Demont en rugby. Mais là, ce sera à Flandre, à Marc-en-Barœul. Exactement. C'est autre chose, ouais. Donc chez les filles, le Lagardère Paris Racing affronte l'ASPTT Metz en finale. Et puis chez les messieurs, on a nos petits chouchous de l'AS Sarcelles qui affrontent donc l'AS Sarcelles avec Jérémy Chardy, avec Chardy, c'est un gars de Sarcelles. Ouais, voilà. Avec le Polonais Koubot, avec Jaziri le Tunisien, très gentil Jaziri d'ailleurs, qui affronte le TC Quimperlé. Dans l'autre demi-finale, le TC Paris sera opposé au Bordelais de la Villa Primoz. Et petite info sur le stade de Montois, Yoann Guilherme qui fera son retour sur les pelouses après s'être ouvert l'arcade lors du gros match face à petite bagarre, petite générale. Non, pas petite générale. Dans la mêlée, il s'est pris un coup de crampon contre face à Courbevoie, voilà. Donc l'ailier Yoann Guilherme fera son retour. Mais tu sais que les auditeurs, je suis sûr quand ils se retrouvent au bar, tu vois, juste après notre émission, ils font "T'as vu ce qu'il a encore fait Yoann Guilherme?" C'est comme si c'était le Messi du rugby. Non, très beau début de saison. Non, c'est vrai, c'est un très bon joueur, hein. J'ai pas dit l'inverse. Très bon. J'ai pas dit l'inverse. L'année dernière très bon. C'est vrai. Eddie, c'est son agent. Tu sais comment tu crées une star. J'étais présent avec lui à l'âge de 18 ans quand il a signé son contrat au Stade Français. J'étais là. C'est vrai. Le pauvre, c'est moi qui l'ai porté la poisse, on dirait. On va finir un petit bonjour au pilier Johan Jean-Louis qui est très grand ami, un ami d'enfance à moi. Comme ça, nos amis du café là-bas, du côté d'Anguin, pourront parler de deux joueurs de l'Est. Bonjour à ma petite sœur qui a voulu se passer dans le rugby aussi. Non, mais je crois que c'est le moment. Messieurs, ne perdons pas notre flegme et notre calme. Surtout, Greg, j'imagine que c'est fini pour les infos. Ça a été parfait. Pas de bon plan, j'ai vu cette semaine. Non, parce qu'il fait trop froid. Il faut rester à la maison. Et puis dimanche, il y a beaucoup de foot. Donc le bon plan, c'est de rester devant le canal et puis dimanche. Non, le bon plan, c'est la soirée d'anniversaire à Manu. Je sais pas si vous avez été invité, mais moi non. Mais il va y en avoir une, messieurs. Ouais. Samedi prochain, pas celui d'après. Voilà, dans 2 ans, dans le futur. Mais nos auditeurs bon, vous êtes conviés. Venez. J'attends toujours l'invitation. Mais tu seras invité. J'espère. On va passer une super soirée, mes amis. Avec plaisir. Comme dirait un certain grand journaliste de tennis, il y aura des. Non, vas-y, on arrête. Tout le monde m'a bien compris. Messieurs, je vous propose tout de suite qu'on passe à la chronique des féminines. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. La chronique des féminines avec Charlotte, bien sûr. Et Charlotte, il va être question, il me semble, de handball, les championnats d'Europe qui se déroulent actuellement du côté de la Serbie. Tout à fait, Manu. Alors oui, messieurs, cette semaine, l'actualité sportive est chargée avec la Ligue des Champions, le Vendée Globe, un tirage au sort pour le Mondial 2015 de rugby, mais il se passe aussi des choses du côté de la constellation féminine. Mardi a en effet débuté en Serbie le championnat d'Europe de handball féminin. Et là, on ne parle pas des experts ni des invincibles, non, on parle des femmes de défi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelle manière nous avions quitté nos tricolores lors des Jeux Olympiques de Londres, mais mardi, après leur premier match en Serbie, les filles d'Oliver Crumbles montraient un tout autre visage. Car oui, souvenez-vous, nous les avions quittés en larmes en août dernier après leur élimination en quart de finale face au Monténégro, qui au passage avait décroché l'argent. Alors il fallait tourner la page, retrouver confiance. Et après de très bonnes prestations lors de la Golden League en septembre et novembre dernier, les Bleus ont parfaitement entamé leur Euro avec une première victoire sur le score de 29-16 face à la Macédoine. Irréprochable en défense, un peu plus irrégulière en attaque,
Les Françaises sont prêtes à prendre leur revanche. Et s'il y en a bien une qui a déjà pris sa revanche, c'est la gardienne de 29 ans, Linda Pradel. Celle qui n'avait plus été sélectionnée en équipe de France depuis novembre 2010 a été décisive mardi. Retour gagnant donc pour celle qui a été appelée en renfort après le forfait d'Amandine Leno, victime d'une rupture des ligaments croisés le 30 août dernier. Un choix qui est apparu comme une évidence pour Olivier Crumbles, le sélectionneur français, qui avait confié sur le site Femmes de Défi. Cette blessure a réveillé en moi l'idée de la convoquer. Elle a démarré doucement le championnat avec Le Havre, mais elle a fini très fort en octobre-novembre. Elle a bientôt 30 ans, c'est une fille expérimentée et de grande taille. Elle me semblait la meilleure solution pour épauler Cléopâtre sur cet Euro. Pour être une grande nation de handball, il faut aussi des joueuses en forme. Alors pour son grand retour, Linda Pradel a su être au rendez-vous, en succédant à Cléopâtre Darleux à la mi-temps de France-Macédoine et en détournant 70% des tirs adverses. La gardienne du Havre a réalisé l'une de ses plus belles prestations sous le maillot bleu. Félicitée par le coach, encouragée par ses coéquipières, Linda Pradel a ainsi pu chasser tous les doutes qu'elle pouvait avoir. Alors après une entame réussie, les femmes de défi vont-elles réussir à accrocher un titre de championne d'Europe à leur palmarès? La réponse le 16 décembre. Oh, pardon, excusez-moi, je voulais féliciter Charlotte par la musique du mariage Charlotte, IDFM Sport, en tout cas pour belle chronique Charlotte, et je vais faire écho à une personne dont tu as parlé, Cléopâtre Darleux, la touche-arme des Bleus. Et oui, c'est la sportive la plus sexy en France de l'année 2012. On écoute ce petit sujet. Connue pour sa beauté, Cléopâtre Darleux porte bien son prénom. Élue la sportive la plus sexy par l'équipe MAG, l'Alsacienne de 23 ans prend la nouvelle avec humour. Je sais pas, peut-être j'ai beaucoup de charisme, peut-être que voilà. C'est vrai que moi je suis tout le temps en jogging, assez large. Ça, c'est pas très sexy hein, pourtant. J'ai pas le mini short comme les filles, mais voilà, peut-être mon sourire ravageur, je sais pas. Et même au sein de l'équipe de France, son physique est aussi devenu l'objet de moqueries. Parfois, quand on a des petits discours, alors on lance des petits pics du style oh oui, ça vient de la joueuse la plus sexy ou des choses comme ça, mais c'est gentil, c'est pas méchant. C'est gentillet, c'est pas méchant, Cléopâtre Darleux. Allez voir la photo sur Google Images pour pas citer de marque. Elle a ses belles lunettes. Elle est magnifique. Cléopâtre a ses belles lunettes quand elle gaule. Donc c'est vrai. Des lunettes qu'elle porte comme Tony Parker d'ailleurs, pour tous les auditeurs qui ne l'auraient jamais vu. Je suis désolé pour tous nos amateurs de voile. Nous ne parlerons pas du Vendée Globe dans cette deuxième partie d'émission. On a encore un petit peu de temps et puis surtout on se réserve bien 10-15 minutes pour en parler. Voilà. Ça sera le sujet de la semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après. En tout cas, ne vous inquiétez pas parce que on va parler d'un garçon, mes amis. On va parler d'un garçon. Et oui, coup de sifflet, je parle trop. Mais on va parler quand même d'un garçon et d'une chanson. Et vous la reconnaissez, mes amis. Carla Bruni. Non, vas-y, tu peux le dire. C'est pour ça alors que vous la chantiez tous en studio avant que. Tout à fait, voilà, un petit hommage à notre ancien président, il faut le dire, et à cette fabuleuse femme et à cette fabuleuse chanson. Rafael Nadal serait de retour à la fin du mois du côté de Abu Dhabi. Mes amis, faut-il y croire? Et surtout, est-ce que notre ami espagnol, notre ami champion Rafael Nadal, est-il véritablement sur la voie du grand retour, Greg? Mais oui, bien sûr. J'ai vu son premier entraînement, ça tapait déjà pas mal dans la balle. Hein. Ça tapait vraiment bien. Il était à Manacor, donc son île natale. Il jouait sur du dur. Il a fait une interview dans la semaine là où clairement son objectif c'est d'être à 100% à Monte-Carlo, donc pour toute la saison sur terre battue. Donc nous attendons pas à des miracles à l'Open d'Australie. Après on sait que il sera un peu juste, tu penses alors? Je pense qu'il sera un peu juste pour gagner. Après Rafa, on sait que Rafa quand il va sur un tournoi, il est là pour gagner. On peut penser qu'il est en demi-finale. De toute façon, il a lui-même déclaré qu'il se préparait pour ces tournois-là avant de parler de Monte-Carlo, parce que c'est toute la presse qui l'a envoyé directement à Monte-Carlo, alors que lui, il a expliqué, il a vu les choses au clair en disant qu'il se préparait sérieusement. Oui, il se prépare sérieusement, mais il sait qu'il sera pas 100%. Oui, mais on le mettait déjà sur Monte-Carlo, mais quand on dit qu'il se prépare sérieusement, c'est-à-dire que il sera pas 100%, mais il se prépare pour aller au plus loin possible. C'est-à-dire que c'est pas un tournoi qui va prendre à la légère. C'est-à-dire que l'Open d'Australie, il va pas arriver en se disant, si je fais que le premier tour, c'est pas très grave. Il va essayer d'aller au plus loin. Mais, dans ce sens-là. Mais vraiment, à l'image de sa carrière, Rafael Nadal a fait une préparation physique à l'image de sa carrière avec beaucoup de temps, beaucoup de professionnalisme et beaucoup de travail. Donc vraiment, quand il reviendra sur le court, c'est qu'il sera prêt à 100%. Il sera pas là pour jouer à moitié. C'est très intéressant. Il sera là prêt à 100%. C'est la première fois qu'un joueur de ce niveau
s'est pris autant de temps de récupération. Il acceptera jamais de sauter au premier ou au deuxième tour. Il attendra d'être prêt vraiment affûté à 100% pour revenir. Il est plus là depuis sa défaite au deuxième tour de Wimbledon contre Russell, la fameuse défaite. Et Rafa, on sait que s'il revient, il sera là. Était-il à 100% cette saison avec toutes les blessures qu'il cumule depuis déjà quelques années? Contre Russell, il joue avec, il s'est pris 2 ou 3 piqûres avant de rentrer, 2 ou 3 piqûres dans le genou d'infiltration parce qu'il avait une douleur au genou qui était insoutenable. On le savait. Après, il l'a toujours dit, il joue tout le temps avec des douleurs, cet homme maintenant, je dirais, parce que c'est son tennis qui est comme ça. C'est un tennis qui est super physique. Et qui force sur sa musculature, sa musculature à force de jouer sur les surfaces dures, enfin sur tous les types de surfaces, c'est pas bon pour les genoux être aussi affûté vraiment. Rafael Nadal, on peut le dire, c'est le tennisman l'un des plus musclés sur le parcours, qui possède le plus de masse physique. Donc vraiment ça joue énormément sur les genoux, sur le dos. C'était le moment d'arrêter pour lui, mais son expérience, son professionnalisme et son histoire prouvent que il reviendra uniquement s'il est à 100%. Ce qui est super intéressant, ce qui peut être super intéressant, moi, ce que j'en salive d'avance déjà, c'est il rate un petit peu son début de saison, il se fait éliminer, on va dire, en 8e à l'Australian, il a pas mal de points à défendre après aussi au Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, ce qui va dire s'il rate un peu ses premiers tournois, il pourrait quitter le top 4. Et alors là, on pourrait avoir un quart de finale Djoko Nadal à Roland-Garros si même s'il va plus loin, s'il va au-delà, parce qu'après il peut perdre rapidement des points. S'il se retrouve au-delà de la 10e place mondiale, on peut se retrouver à Roland-Garros avec un 8e de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Mais moi, je suis pressé de le revoir sur le circuit pour savoir s'il peut atteindre son meilleur niveau. Je pense. C'est quand même un garçon qui a subi une charge de travail, sans vouloir ouvrir un nouveau débat parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est quand même un garçon qui a subi une charge de travail énorme à un jeune âge quand même. On peut se demander quand même si le physique va tenir jusqu'au bout. Pour moi, la question est uniquement physique. Uniquement, est-ce que le physique peut tenir? Mais au niveau tennistique, je pense qu'il n'y a aucun souci, on va retrouver le grand Rafa. Mais même lui, il en parle justement. Il dit que pour lui, le plus important, c'est la santé. Et du coup, il revient à 100% pour pas justement se reblesser derrière immédiatement. Et même lui, il en a conscience. Il est encore jeune, hein. C'est pas un grand peur, hein. Il est encore très jeune, mais il a accumulé vraiment beaucoup de matchs. Il a un jeu très physique, contrairement à beaucoup d'autres tennisman sur le circuit. Donc il risque d'avoir une carrière beaucoup plus courte que les autres. Après, il a déjà tout gagné. Il faut le rappeler, c'est le seul sur le circuit dans l'Air Open avec Agassi qui a tout gagné. Et puis, il a surtout un soutien de choix. 4 consonnes, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. Magnifique, les amis, magnifique quand même. C'était superbe. Allez Rafa, vamos, comme on dit, du côté de l'Espagne. Moi, je suis de la team Federer, les amis. Ah oui, c'est vrai. Même si j'ai énormément de respect pour Rafa. Il va y avoir une grosse saison 2012-2013. 2013 surtout à suivre. Et bien sûr à suivre du côté d'IDFM Sport. Il nous reste plus beaucoup de temps. Et surtout Canal+. Ça oui, c'est vrai, parce que notre ami Greg Drouillard est sur Canal à partir de janvier. C'est vrai. Attention, ouais, ça c'est la grande nouvelle. Et c'est une superbe nouvelle. En tout cas, on en reparlera, on aura l'occasion d'en parler. Ça veut dire qu'on aura des grosses infos du côté de janvier. Moi, c'est pour ça que je le dis. Voilà. En tout cas, merci mes amis pour ces débats. On va mettre quand même un petit coup de sifflet. Je me disais, l'arbitre est en train de dormir, tu vois. On est tellement sage en ce moment, on fait tellement de choses bien que l'arbitre dort. Au calme. Génial. L'arbitre, il prend son chèque, il se met tranquille, tu vas bien. Justement, en parlant d'arbitre, en parlant de chèque, on va parler de la chronique Twitter. La semaine Twitter de Linden Lutello, ça n'a aucun rapport. Sinon, tu peux juste dire sans transition. Sans transition, tout à fait. Sans transition aucune. On passe à la semaine Twitter de notre ami Linden Lutello. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Il souffle un nouveau vent, en tout cas, dans ce studio. Je crois que le retour d'Eddie Amari, le retour d'Italie, nous fait tous un grand bien, parce que je pense qu'on a eu peur la semaine dernière de perdre Eddie Amari, quand même. Il y a eu un moment de flottement dans ce studio. Je voulais le dire à Charlotte aussi, mine de rien. On a eu peur. J'ai entendu parler de l'équipe 21, alors je me suis dit, peut-être que Eddie Amari signerait, fidèle à IDFM Sport. De quoi parlons-nous sur la planète sport, sur Twitter? En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On va pas parler de l'équipe 21, mais bon,
comme nous sommes une émission sportive et super sérieuse, d'abord on va rendre un hommage et qui sera pour Tony Estanguet, qui a quand même qui a pris sa retraite donc la semaine dernière et qui a déclaré sur Twitter: je range mon bateau, retraité à 34 ans, merci ma famille, mes partenaires et vous tous pour cette belle histoire. Alors moi je vous propose une vraie et belle minute de silence à l'antenne pour ce grand champion. Non, allons-y. Non, allez. On n'a pas le temps. On va se faire virer. Ils vont nous virer. Donc voilà. Merci Tony Estanguet pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, dans la famille des hommes politiques, je demande le président du parti. Et pour ce faire, on a élu Jérémy Janot, justement, qui nous montre qu'il est bien l'un des seuls à avoir compris l'embrouille de l'UMP. Il s'est lancé là-dedans. Exactement. Il nous a mis, je demande à Cocoé de recompter les votes pour le Ballon d'Or. Impossible que Casillas ne figure pas dans les 3 finalistes. Il est bon, lui. Moi, je me dis que si on compte encore avec le système, justement, le système de vote de l'UMP, on pourrait peut-être retrouver par hasard Monsieur Janot dans les 3 finalistes, accompagné peut-être de Lugano ou encore Sakatiene. On sait jamais. Parlons bien de Lugano. Ballon d'Or toujours, Rafael Nadal donne ses favoris. Il va falloir l'écouter car il a plus regardé de foot qu'il n'a joué au tennis cette année, malheureusement pour lui. Et il nous dit ceci, je vais la faire en espagnol: enhorabuena a los 13 finales. Oh, l'accent était bien parti pourtant. Al Ballon de Oro. A partir de este momento, todos con Andrés Iniesta. On aura compris la base. Il aurait pu rajouter quand même hashtag solidarité entre la team dopée. Voilà. Il aurait pu le mettre ensemble. Ça c'est bien ça. Ça j'ai. Allez. Le tweet Crise Parisienne nous vient de Redragon qui nous parle sûrement de la situation d'un Ceoluti qui est sur un siège éjectable cette semaine et il nous indique une info précieuse que le PSG doit prendre en considération. Et le tweet ceci: sachez que monsieur Raymond Domenech est disponible. Donc j'espère que Nasser aura entendu. Et en plus Raymond Domenech, on va l'entendre dans la citation de la semaine. En tout cas, il est dispo pour le PSG. Il se croit partout, je crois. Même à IDFM Sport, on pourrait négocier un truc, je pense. Et le dernier tweet, c'est un tweet du futur, parce qu'il n'a pas encore été tweeté. On en revient au futur. Et c'est celui on en revient au futur. Et je vais l'appeler le tweet de rageux. Et il vient, devinez de qui? Devinez? Didi. De Linden Lutello. Je veux dire. En réponse à Martin Couturier, justement, du Figaro, qui nous dit: le PSG en crise a réussi ce que Lyon a très peu réussi du temps de sa splendeur, finir premier de sa poule en LDC. Je voudrais répondre à monsieur: 2003, premier devant le Bayern. 2004, premier devant Manchester. 2005, premier devant le Real. 2006-2007, premier devant le Real. Alors, je vais le tweeter tout à l'heure. Justement, monsieur Martin Couturier, avant de lancer des infos sur n'importe quoi, essayez de vous informer, il y a Wikipédia. Bravo, merci beaucoup Linden Lutello. Au moins ça c'est dit, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Monsieur Couturier, c'est ça? C'est ça. Il travaille où lui? Ouais, tu vas voir qui c'est, il est très bien placé. Bon, alors, non, désolé, hein, c'est que Linden Lutello. Il n'y a pas de souci. C'est pas nous. Mes amis, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Une émission pleine de bonne humeur. Bien sûr, on est à la moitié de la journée. Donc on vous souhaite, surtout à vous, chers auditeurs, beaucoup de courage dans votre travail et dans votre quotidien juste avant ce week-end. Et profitez surtout du week-end pour vous reposer. Regardez du sport et du foot avec le programme de Greg Drouillat. Et je vais remercier mon cher ami Eddie Amari qui faisait son retour. Ne choisit plus ses matchs. Je ne choisis plus ces matchs. On se retrouve dans le futur, les amis. Superbe dédicace pour Booba. Non, pour Landry derrière. Oui, Landry, c'est vrai. Notre producteur est en studio. Voilà, il y a beaucoup de choses. Charlotte, merci beaucoup. Tu reviens la semaine prochaine, hein. Carte de bon client, comme d'habitude. Greg Drouillat, merci pour toutes tes infos. Merci du scoop pour la semaine prochaine. Et puis Linden Lutello, veille à ce qu'on n'ait pas trop de soucis quand même, parce qu'il faut qu'on bosse bientôt. Mes amis, je vous propose qu'on se quitte sur la déclaration de la semaine. La semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, il me semble qu'on avait mis Zinedine Zidane. Là, ce coup-ci, on a Raymond Domenech qui, bien sûr, a sorti un livre sur l'affaire Nice Now et la gestion du groupe France tout seul pendant ces 8 ans, tout seul, tout à fait. Et on l'écoute, il était l'invité de nos amis de chez Beansport. Bonne journée à tous, bonne continuation. Salut. Le sélectionneur, c'est pas quelqu'un de normal. Moi, j'ai cette faiblesse ou ce défaut, c'est de croire que je vais être capable de trouver toujours ce qu'il y a de bon et de faire ressortir ce qu'il y a de bon chez les gens. Et Nico, il y en a. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, il a des moments où il est bien et sur le terrain, il est performant. Et on se dit, quand on est entraîneur, c'est ça qu'on a envie de lui. C'est ça qu'on a envie de faire sortir. Mais, encore une fois, la prétention, et la mienne dans ces cas-là, c'est de croire que je vais faire mieux que les autres. Qui sont devenus des stars, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont été sous les projecteurs. Je ne mets pas que l'argent, je mets la vision qu'avaient les gens. Ils ont eu tout ça avant d'avoir gagné quoi que ce soit. Et c'est dur. Et c'est dur parce que le sentiment de l'effort, je prends tous les autres, la génération Platini, Zidane, avant d'être des stars et avant de gagner quelque chose, il a fallu
qui rament un peu, qui se battent. Et après, ils ont eu la reconnaissance et l'argent. Eux l'ont eu avant. Et je sens que j'ai envie à nouveau de reprendre. En Ile-de-France, vous écoutez IDF.